va accueillir une humoriste, s'il vous plaît. C'est une dame d'honneur. Faites-moi du bruit, s'il vous plaît, pour mademoiselle Samia Orozman. Vous allez présenter votre spectacle Les Histoires de Samia à Casablanca, au Studio des Arts Vivants, ce jeudi, c'est bien ça. Donc c'est un one-woman show avec beaucoup de récits personnels aussi. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous l'avez réfléchi, ce spectacle, conçu, travaillé, etc. Alors, déjà, on m'a mis le couteau sous la gorge pour faire un troisième spectacle, parce que moi, si ça tenait qu'à moi, j'aurais continué de jouer le deuxième pendant longtemps. Mais je suis contente parce que j'ai plein d'histoires à raconter. Moi, je peux parler pendant 3 semaines sans m'arrêter, en vérité. Et du coup, toutes les expériences que j'ai pu vivre, toutes les rencontres un peu folles que j'ai pu avoir, ben, j'en parle dans ce spectacle. Et les gens disent que mon spectacle, c'est un voyage sans visa. Que je les emmène avec moi dans chacun des pays que j'ai visités. Je parle du Congo, je parle du Rwanda, je parle de Chicago, je parle de tous les endroits où j'ai pu jouer, rencontrer des gens. Et en fait, ben, on voyage à travers mes récits et on part au-delà des a priori ou des stéréotypes qu'on peut avoir sur d'autres endroits qu'on n'a jamais visités. On voit que vous êtes très proche du continent africain. Vous dites aussi dans un de vos spectacles que vous auriez aimé être noir. Est-ce que c'est réellement la vérité ou est-ce que c'est juste une façon de... Ah, je les trouve magnifiques, les femmes noires. Je trouve que leur peau, elle est sublime. Machallah. Après, je suis fascinée par l'Afrique subsaharienne parce que je trouve que c'est le continent qui amène le plus au reste de l'humanité. On dit que la vie a commencé en Afrique. Les plus anciennes preuves de l'existence de l'humain qu'on a trouvées, c'était en Afrique. La plus vieille femme, c'était Lucie. Et du coup, moi, je suis convaincue que l'Afrique, elle a amené énormément à l'humanité. Et qu'aujourd'hui, on ne lui laisse pas la place qu'elle devrait avoir. Parce que, comme on dit, par exemple, par la Masar, on dit « c'est la mère de l'humanité ». Et en fait, tout vient de l'Égypte ancienne et tout vient de là. Et donc, parler de l'Afrique, c'est l'amener d'un autre regard, d'un autre prisme que celui qu'on a l'habitude d'entendre de la part des Occidentaux qui ont tendance à la réduire. Vous êtes d'origine tunisienne, vous partez toujours en Tunisie, vous avez votre famille aussi, un peu au Maroc, un peu, n'est-ce pas, en Tunisie et tout. Mais est-ce que vous pensez que s'il n'y avait pas une forte communauté africaine, on va dire, en France, et maghrébine aussi, est-ce que vous pensez que vous auriez eu le même intérêt? Absolument pas. On est la somme de tous ceux qu'on rencontre. Moi, les gens me disent « Mais comment tu sais tout ça? Tu imites trop bien les gens. Est-ce que tu as vécu en Afrique ?» Je dis « Oui. » Ils me disent « Ah ouais, où ça ?» Je dis « Dans le 93. » Parce que la banlieue parisienne, c'est l'Afrique. Nous, dans notre quartier, on a grandi avec des Maliens, des Ivoiriens, des Camerounais, des Sénégalais. Il y avait aussi des Turcs et des Pakistanais. Mais on était beaucoup entre Africains. Alors, on apprend à connaître l'autre. Et si j'avais... vécu en Tunisie, si j'étais née en Tunisie, je ne pense pas que j'aurais eu cette ouverture d'esprit. C'est une chance en réalité de grandir dans un quartier qui est ouvert au monde, parce que j'ai voyagé avant même de quitter l'endroit où j'ai grandi. Donc pour moi c'est magnifique. Et votre humour aussi ne correspond pas à l'humour qui est, on va dire, français, mais on a l'impression qu'en fait vous n'êtes pas en France. Bah, c'est un peu ça, c'est que j'ai grandi dans la banlieue française où il y avait ces gens qui venaient du monde entier. Et après, je suis allée jouer chez eux et les rencontrer chez eux. Donc j'ai ensuite été m'inspirer de toutes les rencontres que j'ai pu faire. Quand j'ai rencontré des gens au Cameroun, je me suis inspirée d'eux. Quand j'ai rencontré des gens en Côte d'Ivoire, pareil. Quand j'ai rencontré des gens en Tunisie, en Algérie, au Maroc. Tous les gens que j'ai pu croiser dans mon parcours, ils finissent dans mon spectacle. Et c'est ça qui est beau, c'est ce côté universel. Parce que entre nous, chaque endroit dans le monde où je joue, dans ma salle, il y a toujours un mélange de dingue. Parce que tout le monde se reconnaît à un moment donné. Aujourd'hui, par exemple, quand je viens au Maroc et que je passe dans les médias marocains, les Marocains qui vivent au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, ils vont me voir. Le jour où moi je vais jouer dans le pays où ils vivent, ils vont dire « Ah, elle vient chez nous, on va aller la voir ». Mais l'Ivoirien qui m'a vu à la télévision ivoirienne, il va faire pareil. Le Camerounais va faire pareil, le Malien il va faire pareil, le Tunisien va faire pareil. Et du coup, dans toutes les salles où je joue dans le monde, dans la salle, il y a un mélange magnifique. Parce que chacun m'a découvert dans le média que lui regarde régulièrement. Et du coup, tout le monde vient se mélanger et rire ensemble. Et ça, il y a un côté magique. Moi, il m'est arrivé de jouer dans des instituts français, à travers le monde, où on m'a dit « Mais comment t'as fait pour toucher ces gens-là ?»
Nous, ils viennent jamais. Pourtant, on est l'Institut français. Donc, on doit rassembler tous les francophones. Comment tu as fait pour les toucher? Tout simplement parce que ça fait 15 ans que je vagabonde à travers le monde et que je rencontre des francophones un peu partout. Et qu'après, ces gens-là commencent à me suivre. Et à la fin, tout le monde vient se mélanger. Et je trouve ça beau. Vous aviez lancé en 2014 le festival de Djerba de l'humour, c'est ça? Et bon, là, l'aventure s'est arrêtée au bout de la 3e édition, c'est ça. Mais vous avez apparemment pu le faire grâce à l'aide de l'ambassadeur de France. J'avais rencontré l'ambassadeur de France lors d'une prestation. On a sympathisé. Puis quand je lui ai parlé de mon projet, il m'a dit écoute, je vais essayer de te soutenir. Et il a parlé de moi à l'Institut français. Et ils m'ont débloqué un budget. Et quand la Tunisie a vu qu'ils m'avaient débloqué un budget, ils ont eu un peu de chôma et là, ils m'ont aidé aussi. Mais c'est effectivement la France qui m'a d'abord soutenue dans ce projet et je trouve ça... Ouais, je trouve ça triste. Après, nous, on a un statut particulier, les enfants d'émigrés, c'est qu'on est perçus différemment. Je sens que c'est comme si c'était un peu plus difficile pour nous de faire des événements ou des actions dans nos pays d'origine, comme si on n'avait pas de réelle légitimité. Moi, la seule fois où on a commencé à me considérer tunisienne, c'est quand j'ai fait un passage dans une série en Tunisie, on m'a donné un petit rôle, et là, dans la rue, les gens ont commencé à me reconnaître et à se rendre compte que je venais de là. Mais au début, on ne savait pas qui j'étais, on ne savait pas d'où je venais. En même temps, je brouille les pistes un peu. Ouais, c'est compliqué d'avoir de la légitimité. Puis nous, les enfants d'immigrés, on a ce problème-là, c'est qu'on a 2 identités et qu'on est mélangés entre les deux. Quand on va dans nos pays d'origine, on se sent beaucoup français finalement. Et puis quand on est en France, on se sent beaucoup tunisien. Et je pense que les Marocains et les Algériens, c'est pareil. Nous, en général, on a du mal à savoir qui on est, d'où on vient, parce qu'on est un mélange des deux. On a des têtes d'arabes, mais on a une culture française. Et même si on a hérité de quelques petites choses de nos parents, c'est quand même un peu le bazar dans nos têtes. Et le festival, est-ce que vous allez lui redonner une autre vie? Est-ce qu'il y a un projet pour le relancer ou pas? Je rêve de recommencer ce festival, mais il faudrait peut-être que j'attende qu'il y ait un peu plus de stabilité en Tunisie, et puis surtout d'avoir les fonds. Moi, j'ai les poches trouées, je ne sais pas mettre de l'argent de côté. Et je dis toujours que mon argent, il est là, tout autour de moi. J'ai tout mangé, je vis, je voyage, je rencontre des gens, je ne sais rien mettre de côté, et il faudrait que je rencontre quelqu'un qui s'occupe de la gestion, puis qui puisse m'aider à tout organiser bien. Donc on verra sur du long terme, c'est un rêve de pouvoir le refaire, mais ça nécessite beaucoup de logistique, beaucoup d'argent, beaucoup de choses, et Inch'Allah qu'on puisse le faire. Et au Maroc, on vous connaît entre autres à travers votre passage au Marrakech du Rire du festival de Djemal Debbouze. Justement, votre lien, ou plutôt l'apport de cette aventure-là dans votre propre carrière. Alors ça m'a apporté beaucoup, parce que même si ça faisait des années que je faisais du théâtre, les gens ne me connaissaient pas. Et le fait d'avoir été programmée au Jamel Comedy Club et d'avoir eu un passage qui a cartonné, parce que la vidéo qui a été diffusée, jusqu'à maintenant, c'est celle qui a fait le plus de vues depuis que l'émission existe. On est aujourd'hui, au bout de 9 ans, à 19 millions de vues. Et ça a été une vitrine incroyable et ça m'a ouvert les portes du monde. Parce que tous les gens de la diaspora dont je parle dans mon spectacle se sont reconnus ou ont reconnu des amis à eux. Et du coup, ils ont commencé à me suivre à partir de là. Donc ça a eu un réel impact, même si moi, au début, j'y croyais pas. Parce que quand on m'a proposé au début de passer au Jamel Comedy Club, j'ai dit non, ça m'intéresse pas. Et la fille qui est venue me chercher, elle me dit mais pourquoi? Je dis parce que je suis femme, maghrébine, j'ai un bout de tissu sur la tête, je suis habillée en boubou, je viens des quartiers populaires et tu veux que je joue dans un truc qui va m'enfermer davantage dans cette image de fille du 9-3. Et moi, je sortais du conservatoire de théâtre, j'avais des aspirations de grande carrière de théâtre, de devenir comédienne, de jouer dans des films, dans des séries. Et je me disais, ça va peut-être m'enfermer dans quelque chose où j'ai pas envie. Et elle m'a dit, écoute, si tu acceptes de jouer là, on programme tout ton spectacle au Festival de Marrakech. J'ai dit, ah là, tu as parlé français, ma chérie, je suis d'accord. Et c'est comme ça que j'ai accepté. Et heureusement qu'elle a fait ça, parce que le passage du Jamel Comedy Club, c'est ça qui a fait briller mon travail à travers le monde. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, maintenant, quand je vais, par exemple, au Burkina Faso, dans la rue, il y a des gens qui me reconnaissent en me disant « C'est vous au Jamel Comedy Club ?» Quand je vais en Suisse, pareil. Quand je vais aux États-Unis, pareil. Je croise des gens qui me reconnaissent parce qu'ils m'ont vu au Jamel Comedy Club. Et en fait, on minimise l'impact que ça peut avoir, mais en réalité, moi, s'il n'y avait pas eu ce coup de pouce, je pense que je ne serais pas aussi célèbre à travers le monde. Mais vous êtes venu, justement, vous avez parlé du théâtre, vous êtes venu un humour à travers le théâtre. Est-ce que vous pensez que ça facilite la tâche au niveau, on va dire, de la mise en scène, de l'écriture? Est-ce qu'on est plus outillé, en fait? Clairement.
En fait, c'est comme la musique, c'est comme le solfège. Si on n'apprend pas les bases de la musique, on ne pourra pas faire des musiques de fou. On peut avoir l'oreille musicale, mais c'est un sur combien de milliards qui est capable de créer sans avoir appris les bases. Pour moi, le conservatoire, ils nous apprennent à articuler convenablement, à occuper l'espace scénique, à s'exprimer à un plus large public. C'est vraiment les bases de l'enseignement. Et donc, quand on a ça, on peut ensuite en jouer et faire plein de choses. Moi, je sais que les gens, quand ils viennent voir mon spectacle, ils me disent oh, « Mais qu'est-ce que tu joues bien, mais t'es une véritable comédienne, tu nous fais passer par toutes les émotions, tu nous fais rire, tu nous mets la larme à l'œil. » Et en fait, c'est le jeu que j'ai appris aussi avec le théâtre. Et donc les bases, elles ont été là, et ça m'a aidé ensuite à pouvoir constituer mon spectacle, écrire, raconter des histoires, et maintenant jouer à échelle mondiale. Il y a votre confrère, donc l'humoriste franco-algérien Naoul Madani, qui a eu droit à des appels de boycott justement pour son spectacle au Maroc. Est-ce que quand vous avez vu ça, vous n'avez pas eu peur un peu d'avoir peut-être droit au même traitement? Non. Il y a peut-être une personne qui un jour m'a mis un commentaire en me disant « Mais toi, tu te moques des Marocaines, t'aimes pas les Marocaines ?» Et je lui ai répondu « C'est très drôle ce que tu dis, parce que ma nièce, elle est marocaine, on fait comment? Donc ma nièce, je l'aime pas. » Et donc, s'il y a des gens assez débiles pour traduire par de la méchanceté toute la bienveillance que moi je peux raconter, c'est leur problème, c'est entre eux et eux-mêmes. Mais les gens qui me suivent, ils savent. Ils savent que moi je suis dans l'humour, dans l'amour, dans le partage, dans la générosité, dans l'échange, et qu'à aucun moment il y aura un clivage entre ce que je peux représenter et le pays dans lequel je joue. Jamais. Je suis une citoyenne du monde, je passe mon temps à vagabonder à travers la terre. C'est pas moi qui vais aller me fâcher ou insulter des gens qui sont pas de ma culture. Ça n'a aucun sens. Comme on disait tout à l'heure dans les coulisses, j'ai 2 sœurs qui sont mariées avec des Marocains. Donc à aucun moment je vais me dire la famille de mes beaux-frères, ils voudront pas de moi ici. Non, ça semble illogique en fait. Samia, mais t'es malade. T'as pas fait ça, Samia. Samia, les gars, c'est des Lubavitch, c'est des juifs très pratiquants. Imagine que tous ensemble, ils viennent voir ton spectacle, Samia. Imagine que ces gens-là remplissent ta salle. Mais alors, nous, on paye bien pour aller voir Gad Elmaleh, non?